Bonjour les loulous et les louloutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à la Tour des Anges. Nous sommes le dimanche 7 mai. Ça passe très vite, hein. Déjà une semaine de passé, ça passe vite. Nous allons faire les deux mots que j'ai dit hier, casque et coccinelle. Alors casque, C-A-S-Q-U-E. Quand il fait de la moto, Corentin met un casque qui protège sa chute en cas qui protège sa tête en cas de chute. Voilà. On met un casque, vous savez les enfants, on met un casque en vélo ou sur une moto, on met un casque. Voilà. Faut être prudent. Voilà. Coccinelle, C-O-C-C-I-N-E-L-L-E. Quelques points noirs sur des ailes rouges, c'est une coccinelle. Cet insecte s'appelle aussi la bête à bon Dieu. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours entendu dire que la coccinelle, c'était la petite bête à bon Dieu. Et en faux. Ça mange les pucerons qui sont sur les rosiers ou autres fleurs. Ça mange beaucoup les pucerons, c'est bien. En faux, des coccinelles, en faux. Songe de lune. Alors hier, on a vu Cacrou et son ami. Là, aujourd'hui, nous sommes le 7 mai et c'est qui veut du muguet. Alors, la forêt est magnifique aujourd'hui. Le soleil brille. Les oiseaux gazouillent et le muguet est au rendez-vous. Jeanne et Luc trouvent beaucoup de petites clochettes blanches qui cueillent avec précaution. Ils les distribuent à ceux qui ont besoin de bonheur. Quittant leur chaîne, quelques écureuils se joignent à eux et les suivent pas à pas. Jeanne chante d'une voix fort agréable. Voici le temps du muguet, ô belle grelot argenté. Luc chante aussi et les oiseaux émerveillés écoutent les enfants. Bravo, jacasse la pie toute bavarde. Jeanne lui offre un brin de muguet pour qu'elle fleurisse son nid. Un peu jaloux, tous les oiseaux viennent en chercher à leur tour. Donc voilà. Alors, je cache un petit peu parce que avec la lumière, donc là on voit, c'est Jeanne et... Alors attendez, Jeanne et Luc. C'est ça si je me... Oui, c'est ça. Alors, vous voyez les deux petits garçons, Jeanne et Luc, ici. Jeanne et Luc qui prennent les bouquets. Ils en ont offert une à la pie. Et là, regardez, il y a une colombe qui arrive. C'est une colombe ou un pigeon? Moi, je dirais bien une colombe, hein, mais bon. Elle vient chercher son brin de muguet. Et tout en haut, ici, vous avez le petit écureuil qui va en demander un aussi, je pense. Voilà. Donc, demain, on sera le 8. Voilà. Donc, aujourd'hui dimanche. Dimanche, c'est le jour des contes et légendes.
Donc, contes et légendes de Charente. Voilà. Contes et légendes de Charente. Je vais le mettre derrière le papier ou non, je peux le mettre là. Non, je vous laisse là. J'ai marqué dessus sur le petit papier, les enfants, tous les dimanches, contes et légendes de Charente. Voilà. Excusez-moi, je vais boire un tout petit peu. Je coupe pas. Alors, je vais boire un peu. Voilà. Je suis un petit peu enrhumée encore, alors voilà. Donc, nous allons. Alors, là, c'est la prisonnière du donjon. À Vouzan vivait il y a très longtemps un seigneur qui était veuf et n'avait qu'une fille. Il habitait un très beau château, le château de la Bergerie, très haut, flanqué de tours et d'un donjon, qui dominait toute la contrée, tout un peuple de servantes, de valets, d'écuyers, d'hommes d'armes, de palefreniers, entourait le seigneur et sa fille. Sans parler des chevaliers, des seigneurs qui s'arrêtaient là, lorsqu'ils faisaient route vers leur domaine ou quelques expéditions. Le seigneur les attirait par sa bonne grâce et ses repas fastueux, car il espérait à la longue dénicher le gendre dont il rêvait. Et de toute façon, l'hospitalité était un devoir à cette époque, et tous les nobles tenaient table ouverte, aussi bien pour les seigneurs de passage que pour les bardes, troubadours, jongleurs, voire même pour les mendiants. La fille du seigneur s'appelait Éléonore. Elle était rieuse, insoucieuse et très jolie, si jolie et si gaie qu'on ne pouvait la connaître sans l'aimer. Elle sortait chaque jour à cheval visiter les chaumières des serfs et des tenants, distribuer des friandises aux enfants, parler un moment avec les vieilles, s'intéresser aux peines et aux soucis de chacun. Comme je vous expliquais, les serfs, c'est pas les cerfs, les animaux, c'est les agriculteurs, si vous voulez, les paysans. Voilà. Dans le temps, ils s'appelaient les serfs. S-E-R-F-S. Les serfs. Je reprends mon histoire. Elle aimait les fleurs et c'était sa joie de recevoir des plantes rares. Non, des plants rares. Et de les voir pousser dans les jardins qui entouraient le château. Éléonore aimait les bêtes et les molosses les plus sauvages, qu'était sur son passage une caresse, un chat venait la frôler, et son cheval hennissait de plaisir en l'apercevant. Les oiseaux eux-mêmes la connaissaient, les pigeons voltaient autour de sa tête, et les merles devenaient familiers et accouraient à sa rencontre. Mais son père, homme dur et hautain, n'approuvait aucun des goûts de sa fille. Sa façon d'agir lui déplaisait. Il eût voulu qu'elle restât très distante. Il lui reprochait de se commettre avec des manants. Et il lui répétait volontiers: « Poignez, vilain, ou il vous oindra. Oignez, vilain, il vous poindra. » Ce qui voulait dire qu'il fallait avoir la poigne dure avec les cerfs et les empêcher de relever la tête, comme la douceur les y encourageait. Or, au cours de ses promenades, la jeune fille, rencontra un jour un berger entouré de ses moutons, et ce jeune homme la frappa par sa belle mine malgré ses haillons. Sa prestance était telle malgré l'éloge dont il était vêtu,
qu'on eût dit un prince. La jeune fille s'arrêta et de sa voix si douce demanda des nouvelles du troupeau. Puis elle ajouta: Vous êtes nouveau ici? Je ne vous ai jamais vu. Il rougit un peu et lui dit qu'il était venu aider un de ses parents, homme libre du village. Après quelques phrases, Éléonore prit congé du jeune berger avec autant de bonne grâce que s'il eût été un seigneur, et elle s'en alla au galop de son cheval, tandis que le jeune homme la regardait partir tout rêveur. Mais il la revit le lendemain et tous les jours suivants. Ils parlèrent un peu plus longuement chaque fois. Ils discoururent tout d'abord de la pluie, du beau temps, et du troupeau et des fleurs, et tout cela était fort banal. Mais il ne s'ennuyait pas un seul instant. Au contraire, de plus en plus les heures passées ensemble leur paraissaient bien trop courtes, et la jeune fille quittait chaque fois son berger comme à regret. Ces absences finirent par être remarquées. Un écuyer la suivit et revint tout raconter à son père, qui entra dans une colère terrible. Il donna aussitôt des ordres pour qu'on allât s'emparer du berger et qu'on le pendît aussitôt. Et il fit appeler sa fille afin d'avoir avec elle une explication. « Ma fille, dit-il d'un ton dur et sévère, j'ai appris que chaque jour vous allez retrouver un simple berger qui sans doute vous compte fleurette. J'ai donné l'ordre de le pendre, ce manant insolent qui a osé lever les yeux sur vous. Et vous-même, vous serez mariée la semaine prochaine avec le mari que je vous ai choisi. Mon père, dit Éléonore, d'un ton plein de fermeté, si vous pendez mon doux ami, je ne me marierai jamais. Si vous ne voulez m'obéir, vous irez en prison au donjon jusqu'à ce que vous changiez d'idée. Je ne changerai qu'à ma mort. Nous le verrons bien. » Le seigneur fit alors appeler la vieille nourrice et son plus fidèle écuyer. Il les chargea de préparer une couche pour sa fille dans le cachot du haut de la tour. Il ne voulait pourtant point que la captivité lui fût trop rigoureuse, et il permit qu'on lui apportât à manger 2 fois par jour, comme il ne voulait pas non plus qu'elle périsse d'un sang glacé dans sa prison de pierre si froide et si humide. Il dit à la nourrice de lui donner 2 bonnes couvertures, mais pour le reste, prisonnière elle le serait, et prisonnière elle resterait, jusqu'à ce qu'elle renonce à son entêtement. La nourrice pleurait, mais Éléonore gardait les yeux secs, et sa jolie figure, si douce, était toute contractée, et on lisit bien sous son expression qu'elle ne plierait pas si facilement. Tout bas, elle glissa à sa nourrice. « Tâche de savoir, mon père a dit qu'on allait pendre mon ami. Promets-moi de me faire connaître le sort qui lui était réservé. » La nourrice promit entre 2 sanglots. L'écuyer poussa la jeune fille dans la pièce haute du donjon. C'était un cachot aux murs de pierre, au sol de pierre. Une mince fente entre les moellons, énorme, donnait un peu de jour. Elle était si étroite qu'un chat n'eût pas s'y glissé. Le plafond très haut était voûté, une couche dure, un escabeau était le seul meuble de cet endroit lugubre. La première journée, sans autre compagnie que son chagrin, sans distraction, sans occupation d'aucune sorte, la jeune fille fut comme écrasée de douleur et d'ennui. Au soir, on lui apporta de son souper. Le geôlier servit de messager sans s'en douter. « N'avez-vous pas demandé à votre nourrice de nouvelles de votre chat blanc ?» fit-il en posant le bol de soupe, le morceau de pain et le pâté et de la cruche d'eau qui formaient tout le repas. « Oui, fit-elle haletante, comprenant la ruse de sa nourrice. « Est-il mort ?»« Non, on ne l'a pas revu. Personne n'arrive à le retrouver. » La jeune fille faillit pousser un cri de joie, ce qui évidemment aurait fort étonné le geôlier. Après son départ, la jeune fille ne voulut penser qu'à son soulagement. Elle ne voulait pas se plaindre, puisque son ami a pu s'enfuir et que les hommes d'armes de son père n'avaient pu le retrouver.
Mais les heures coulaient interminablement. Combien elle regrettait déjà ses promenades et ses innocentes conversations avec ce berger si gentil, aussi belle manière, qu'il était doux et bien appris, et combien il s'entendait avec lui. Au bout d'un moment, elle se prit à croire que la nourrice avait menti pour lui éviter un coup cruel, et lui avait caché la vérité, et elle se mit à désespérer de nouveau. Une seconde journée passa ainsi, puis une troisième. Parfois la jeune fille se prenait à espérer de nouveau, puis son chagrin revenait plus fort que jamais. Au milieu de la journée, elle entendit un petit cri et sentit le frôlement de pattes menues. C'était une souris minuscule attirée par les miettes de son déjeuner. Éléonore s'émut de cette présence. Elle n'en fut nullement effrayée, mais contente, comme si elle se trouvait moins seule. Mais durant la nuit, elle sentit qu'il y avait aussi des rats, et longtemps resta éveillée, prête à les chasser. S'ils essayaient de la mordre, il surgissait du mur où il avait creusé des trous dans le mortier de terre, liant les pierres entre elles, et il se pourchassait dans la pièce nue, attiré sans doute par l'odeur de la nourriture. Des jours passèrent encore, et de bien tristes nuits. La jeune fille s'étiolait et finit par tomber malade. Le geôlier en avertit la nourrice qui courut supplier le Seigneur. A-t-elle renoncé à son maudit entêtement? Prendra-t-elle l'époux de son choix? Mais si vous persistez, elle ne prendra d'autre mari que la mort, cria la nourrice indignée. N'avoir qu'une fille et la traiter de la sorte. Le Seigneur se fâcha, il appela la nourrice insolente et menaça de la pendre. Puis sa colère tomba et il réfléchit que peut-être en effet la vieille femme avait-elle raison. Il alla visiter sa fille et la trouvait très amaigrie et brûlante de fièvre. « Acceptez-vous de faire ma volonté » lui demanda-t-il. « Mon père, fit-elle, d'une voix presque éteinte. « Je n'ai pas changé. »« Eh bien alors !»« Que m'importe, fit la pauvre Éléonore. La mort va bientôt me délivrer du sort cruel qui est le mien. » Le Seigneur s'en alla tout songeur, il voulait bien dompter sa fille, mais non point s'en débarrasser. Et si elle mourait, cela ne faisait point son affaire. Il décida d'adoucir un peu sa captivité. Au-dessous du cachot qu'occupait Éléonore, il y avait une autre grande chambre dotée d'une plus grande fenêtre. Par cette ouverture, non seulement on recevait un peu plus de jour, mais il y avait encore possible de voir la campagne. Il n'y avait pas à craindre que la prisonnière pût s'échapper par là, car le donjon dominait les fossés, et il fallait compter environ 90 pieds séparaient la fenêtre du sol. Éléonore fut portée dans cette chambre. Ses jambes refusaient tout service et elle était pâle et maigre comme une ombre. La vieille nourrice implora le Seigneur de permettre qu'elle pût soigner la jeune fille, et au bout d'un moment, il se laissa fléchir. Dans le fond de lui-même, il ressentait de l'admiration pour la volonté de cet enfant que rien ne pouvait faire plier. Peu à peu, Éléonore, grâce aux soins de sa nourrice, reprit des forces. Cela lui faisait du bien de pouvoir parler un peu et avoir une autre compagnie que celle des rats et des souris. La nourrice lui apprit qu'il était bien vrai qu'on avait pu retrouver le berger. Et la jeune fille respira délivrée de la terrible inquiétude de le savoir pendu. Souvent elle s'asseyait auprès de la fenêtre et regardait de loin ses prés, ses sentiers, ses bois, où elle s'était tant promenée, et elle contemplait, les yeux brouillés de larmes, certains bosquets où maintes fois elle avait rencontré son lointain ami. Elle soupirait souvent.
Ah, le reverrai-je un jour? Et pourtant, chaque fois que son père venait lui demander si elle était enfin revenue raisonnable, elle répondait invariablement qu'elle n'avait pas changé et ne changerait jamais. Alors la colère s'empara de nouveau du Seigneur et lui donna 8 jours pour réfléchir, lui disant que si elle n'avait pas renoncé à son caprice au bout de ce temps-là, il la remettait dans un cachot encore plus lugubre que le précédent et l'y laisserait périr de faim. La nourrice fut plus épouvantée que la jeune fille, et elle décida d'aller chercher de l'aide auprès d'un mage très savant qui habitait dans un bois assez loin de Vouzan. La nourrice alla le trouver en lui emportant 2 oies grasses et une paire de chapons que lui avaient donnés les métayers du château, si émus de pitié pour la pauvre prisonnière, qu'ils auraient bien offert tout ce qu'ils possédaient pour la tirer de là. La nourrice raconta toute la triste histoire au devin et lui demanda conseil. Alors il fit différentes opérations magiques, consulta une poudre rouge qui fit fondre dans une eau bouillante, en prononçant des mots étranges et incompréhensibles. Puis il rendit son oracle. Voici une échelle de cordes magique avec laquelle la jeune fille pourra s'échapper du donjon. Elle s'allongera au fur et à mesure qu'elle descendra, puis quand la prisonnière sera parvenue au sol, qu'elle aille droit devant elle, sans dévier ni à droite ni à gauche, jusqu'au bois où elle rencontrerait son ami. Un cheval l'attendra là, un grand cheval noir aux naseaux écumants, qu'elle n'ait point de crainte, qu'elle l'enfourche et lui dise le nom de celui qu'elle veut aller retrouver. Le sorcier se tut un instant, puis continua. Mais attention, c'est le cheval Malais. Qu'elle prenne garde de ne pas perdre le sou marqué que je te donne là. C'est le prix de son passage. Si elle ne l'avait point, et si elle l'oublierait ou le perdait, le cheval Malais l'emmènerait droit en enfer. La nourrice prit l'échelle de corde magique qui ressemblait à une vulgaire échelle de corde ordinaire et ne mesurait pas plus de 16 pieds. Elle mit dans sa poche le sou marqué et se grava dans l'esprit les recommandations de l'ermite. Puis elle rentra. Au soir, en emportant un peu de bouillon à Léonore, elle lui raconta ce qu'elle avait fait et tira de dessous sa devantière l'échelle de corde. Ah, aurait vu le courage, ma mignonne, de descendre là-dessus. Éléonore jeta un coup d'œil sur le gouffre plein d'ombre qui semblait s'ouvrir sous la fenêtre. Puis elle songea à la triste existence qu'elle menait et au sort plus triste encore qui la menaçait. Oui, fit-elle, avec résolution, j'aurai ce courage. Alors, sans perdre de temps, la nourrice fixa l'échelle et l'appui de pierre de la fenêtre, à l'appui de pierre de la fenêtre, puis elle remit à Éléonore le sou marqué et lui renouvela ses recommandations. La jeune fille alors se glissa dans l'ouverture et commença à se laisser couler dans l'obscurité. Les mains pourtant bien accrochées au montant de corde, échelon après échelon, elle posait le pied avec précaution, tandis que l'échelle oscillait à lui donner le vertige. La vieille nourrice se penchait au-dessus, le cœur serré d'effroi. La prisonnière elle-même s'attendait à chaque pas à rencontrer le vide. Alors, se disait-elle, je me laisserai tomber. Mais l'échelle magique s'allongeait au bout d'un moment qui lui parut interminable. Éléonore toucha enfin le sol. Je vais faire une petite pause. Je suis revenue. Alors, donc, Éléonore toucha le sol. Elle imita aussitôt le sifflement d'un oiseau de nuit, signe dont elle avait convenu avec sa nourrice. Celle-ci, rassurée, détacha l'échelle et la lança dans l'eau noire du fossé. Je remets
Puis, elle sortit de la chambre et la ferma de l'extérieur. Le geôlier qui arrivait lui demanda: Notre demoiselle n'a besoin de rien? Elle dort, dit la nourrice. La pauvre mignonne était si lasse aujourd'hui. En bas du donjon, cependant, la jeune fille marchait droit devant elle en faisant bien attention de ne point s'écarter. Malgré l'obscurité, on eût dit qu'elle était guidée, car elle ne fit pas un faux pas. Et elle arriva au petit bois, et elle rencontrait son amie, aux jours heureux et lointains de leur quiétude. Au bout de quelques instants, elle sentit un souffle chaud tout près d'elle, et elle entrevit vaguement la forme d'un grand cheval qui piaffait. Ses yeux étaient phosphorescents et trouaient l'obscurité de leur lumière. Ses naseaux lassaient échappait une fumée brûlante. Pourtant, Éléonore n'eut pas peur. J'ai mon sous-marqué, cheval malais, dit-elle de sa petite voix câline. Veux-tu m'emmener rejoindre le berger que j'aime? Et le saisissant doucement par la crinière, elle se hissa sur son dos. Le cheval partit aussitôt d'un trait et elle dut se cramponner pour ne pas tomber, tant sa vitesse la suffoqua. Au bout d'un instant, de quelques minutes à peine, le cheval s'arrêta devant un château tout aussi beau que le château de la bergerie, et Éléonore comprit qu'elle était arrivée au terme de son voyage. Des torches brûlaient dans la cour, et il y avait beaucoup de monde. Des hommes d'armes riaient, parlaient, et la jeune fille se demandait comment elle allait retrouver là dans cette foule celui qu'elle cherchait. Et si c'était bien dans ce château qu'il fallait le demander. Sans doute. Sans doute. Y était-il porcher ou gardeur de moutons? Éléonore se sentit toute tremblante à l'idée des moqueries dont l'assaillant de soldats massait en cet endroit. Elle voulut demander au cheval malais: mais est-ce bien là? Mais il avait déjà disparu. Et elle était seule. Elle franchit timidement la poterne entr'ouverte et demandait à parler au seigneur de l'endroit. Nous l'attendons, lui dit-on. Il va revenir de voyage ce soir même. Il y a 1000 réjouissances pour fêter ce retour. Une servante qui passait eut pitié de cette jeune fille d'apparence si fragile et lui dit: Voulez-vous entrer l'attendre dans un coin de la grande salle? Je vois bien que vous êtes une dame de qualité. Dans la grande salle, un tronc d'arbre entier se consumait dans la cheminée. Au mur, il y avait des armes, des trophées et des écussons. Des bancs richement sculptés, recouverts de coussins de velours, invitaient au repos. Éléonore se chauffa les mains et elle trouva très agréable d'être ainsi au coin d'un bon feu. Elle se demandait pourquoi, avec inquiétude, comment le seigneur des lieux l'accueillerait, et s'il était bien vrai qu'elle retrouverait là son amie. Puis, comme elle était encore très faible et épuisée par les mois de captivité qu'elle avait supportés, elle s'assoupit. Elle dormait. Un grand brouhaha, une rumeur confuse l'éveillèrent brusquement. Elle voulut se relever du banc où elle s'était étendue, mais déjà une foule de gens pénétrait dans la grande salle. À leur tête marchait un jeune seigneur richement vêtu dont l'allure lui parut familière. Elle se frotta les yeux avec surprise, car elle reconnaissait son doux ami sous ses habits somptueux, son doux berger portant une épée à la poignée d'or incrustée de pierreries. Elle se leva éperdue, honteuse de sa si simple robe, car il y avait là des dames en brocart et en satin ornés de fourrure. Elle fit vers le seigneur quelques pas incertains, et lui, la reconnaissant, cria: « Oh, Éléonore, ma chère disparue, dame de mon âme, enfin je vous retrouve, mais par quel prodige !» Et il ouvrit ses bras tout grands, et elle s'y précipita. Il la conduisit alors dans la salle du festin, où un repas magnifique
était préparée, et il voulut la servir lui-même avec 1000 prévenances. Il lui raconta comment un méchant oncle, ayant voulu s'emparer de son héritage et cherchant à le faire tuer, il avait été obligé de s'enfuir en attendant que les partisans puissent se réunir et combattre pour lui. Au moment où le père de la jeune fille avait découvert leur idylle, il était prêt à reconquérir son château et comptait venir demander la main d'Éléonore, sitôt rentré en possession de ses biens. Mais lorsqu'il avait fait prendre des nouvelles, on lui avait dit qu'elle était morte, et depuis, il la pleurait amèrement. Éléonore lui conta à son tour combien son père avait été cruel et les souffrances qu'elle avait endurées dans le lugubre cachot. Quand ils eurent épuisé le récit de leur triste aventure, le jeune seigneur fit préparer une chambre magnifique à Éléonore. Quelques jours après, ils se marièrent et les fêtes furent d'une splendeur inouïe et durèrent plus de 8 jours. Dès lors, Éléonore et son mari vécurent très heureux et dans sa nouvelle demeure, elle sut se faire aimer de tous comme à la bergerie. Mais au bout de quelque temps, elle pensa avec chagrin à son père. Dans sa bonté, elle lui pardonnait le mal qu'il lui avait fait et elle eût voulu qu'il fût heureux lui aussi. Elle envoya prendre de ses nouvelles et le messager revient en annonçant que le père était bien malade. Il était torturé de remords et de regrets, croyant sa fille morte noyée dans l'eau du fossé. De la savoir vivante lui causait un soulagement inexprimable. Éléonore vint le voir, et elle mourut dans ses bras, pleine de repentis de sa méchanceté et de sa dureté. Mais dans la mémoire des habitants de Vouzan, le souvenir de la belle prisonnière du donjon, restant vivant durant des siècles. Et voici Éléonore et son jeune berger, enfin le prince, voilà. Éléonore avec son doux prince, voilà. Enfin le roi, parce que vu c'est un roi, je pense. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Est-ce que je vous en fais... Oh, je vais vous en faire une autre. Alors, ça s'appelle La chandelle des chaumes. Au nord de l'Angoumois se trouve un hameau perdu dans la forêt. Ces maisons touchent le bois et leur jardin, bordé d'un mur tout moussu, s'ouvre directement sur la clairière plantée de chênes énormes et des châtaigniers, plusieurs fois centenaires. Cette clairière est appelée depuis fort longtemps les chaumes. On ne sait pourquoi, puisque cette appellation désigne généralement les champs que l'on vient de moissonner. Tout semblait si paisible en cet endroit, si calme à l'ombre des géants de la forêt, où la mousse et les fougères formèrent un tapis de plusieurs tons de vert. Pardon. Oh, excusez-moi. Qu'on eût voulu s'y arrêter et s'y reposer longuement. On disait pourtant qu'il s'y trouvait une présence bien particulière. Depuis des années et peut-être même des siècles, une petite chandelle apparaissait, errant sur le mur à demi éboulé qui borde les clos et se promenant sous les arbres. Cela faisait plusieurs générations que la voyait et que aucun affirmait l'avoir vue. Je m'imagine bien la petite flamme, enfin que la flamme, la tête de la flamme. Un jour, la vieille Victorine la vit même au pied de l'échelle qui montait à son grenier à foin. Le crépuscule venait de tomber et le ciel, en ce jour d'orage, était encore un peu livide, avec de gros nuages noirs massés et compacts. Dans la pénombre, la petite chandelle brillait rougeâtre et sans beaucoup d'éclat. La vieille Victorine, qui sortait de l'écurie en face, cria « Qu'est tout qui se promène là ?» La petite chandelle s'arrêta, vacilla un instant,
Puis s'éloigna d'un pas bond irrégulier. Dans sa hâte, la vieille Victorine eut le temps de la voir danser un moment sur le mur, puis se perdre sous les chaumes. Elle la revit plusieurs fois et eut moins peur. Elle en parla à sa voisine, la grosse Alina. Je suis bien habituée avec ces petites chandelles qui se promènent par là. Il la voit presque chaque jour, en allant panser mes agneaux. Tantôt on se retrouve sur le mur, tantôt au pied du gros châtaignier à l'Auguste. Oh, laisse une bonne petite lumière qui ne veut point de mal à personne, pour sûr. Bonne gens, fit Alina, et tu point l'âme de quelque défunt pour lequel ses enfants n'ont point été trop bons. Tête bande, fit la Victorine. Ah, les sûr qu'il ait toujours entendu dire qu'une chandelle de même étant l'âme d'un pauvre mort, revenant demander des prières pour son repos. Alina réfléchit et passa en revue mentalement tous ceux qui avaient habité là et qui revenaient peut-être sous la forme de cette lueur dansante. Elle sentit la crainte la pénétrer, mais elle voulut réagir et décida d'aller veiller avec les autres femmes du village, chez Madame Bonneau, qui les avait toutes invitées à venir peler son maïs ce soir-là. Elle prit sa lanterne, sortit de chez elle, et un moment après on entendit pousser un grand cri. Elle était toute pâle lorsqu'elle pénétra chez Madame Bonneau, et les femmes s'empressèrent autour d'elle. « Qu'avez-vous donc, Alina » demanda Madame Bonneau. Alina pouvait à peine parler. « Elle l'ai vue, cette petite chandelle des chaumes. Elle était au pied du châtaignier à l'Auguste. Et puis, elle a marché à mon avance. » Tout le monde se mit à parler de cette lumière que tant de gens avaient vue et dont on ne pouvait s'expliquer la présence. Une des femmes qui était là rappela que dans le bois du grand lieu se trouvait aussi une lumière semblable, mais que celle-là s'appliquait parfaitement. Elle datait du jour où des brigands étaient venus pendant la Grande Révolution, avaient entraîné le seigneur de l'endroit et l'avaient pendu à la maîtresse branche d'un chêne qui poussait là. La petite chandelle qui apparaissait à tous ceux qui venaient de nuit dans ce bois de sinistre mémoire était l'âme du seigneur assassiné, qui demandait qu'on fît dire une messe à l'église. Alors une autre femme se souvient d'une autre histoire qui lui contait sa grand-mère. D'autres suivirent le mouvement. Et quand le maïs fut pelé et que les commères durent rentrer chez elle, elle claquait des dents de peur. L'hiver passa, la belle saison revint. C'est une saison où personne n'avait le temps d'inventer ni de raconter des histoires. Pas plus que de regarder si une lumière irréelle se promenait dans les bois à la nuit tombante. Puis l'automne ramena encore une fois la veillée autour d'un cheminée. Ce soir, en cassant les noix dont on porterait les cerneaux au moulin, qui en ferait de l'huile, la grosse Alina dit tout d'un coup « Elle me demande si la petite chandelle des chaumes est toujours là. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. » Dans l'assistance se trouvaient 2 garçons de 12 et 14 ans. Ils lâchèrent leur panier de noix et leurs couteaux et se glissèrent dehors après s'être poussés du coude et avoir fait une grimace dans le dos de Alina. Ils revinrent un instant après. « Elle y est !» firent-ils. « Quoi donc ?» demandent les parents qui parlaient déjà d'autre chose. « La chandelle, la lumière sur le mur, venez vite voir !» Tous et toutes se levèrent et suivirent les 2 gamins. Ils distinguèrent bientôt une faible lueur qui se déplaçait en suivant l'amas de vieilles pierres. Bordant les jardins, les deux drôles crièrent « Voulons voir ce qui en est !» Et ils foncèrent en avant sans que leurs parents puissent les retenir. La petite lumière alla plus vite que sur le mur dès que les 2 garçons commencèrent à courir. Elle accéléra son mouvement encore, comme si elle se dépêchait elle aussi. À l'instant où les enfants étaient près de l'atteindre, elle fit un bond et sauta jusqu'au pied du gros châtaignier, où là elle resta toute vacillante. Les 2 garçons n'avaient pas ralenti leur poursuite.
Ils allaient attraper la chandelle lorsqu'elle bondit en avant et se mit à fuir sur le chemin qui traversait les chaumes et conduisait au plus profond des bois. Les garçons ne se découragèrent pas. Ils se lancèrent derrière elle à toutes jambes, la voyant toujours devant eux briller de plus en plus faiblement, mais parfaitement distincte. Elle traversait une clairière, un champ de betteraves, un pré, et disparut soudain la lisière d'un bosquet. Alors la nuit devient si noire que les deux garnements ne surent plus de quel côté diriger leurs pas. Heureusement, leurs parents les cherchaient avec de bonnes lanternes, et ce fut avec soulagement que les deux enfants s'entendirent ailés par les voix d'amis et virent la lumière bien réelle d'un falot. Depuis, on ne revit jamais plus la petite chandelle pourchassée. Elle n'est jamais revenue, ni sur les chaumes, ni au pied de l'échelle, ni sur les vieilles pierres moussues, ni sur les racines de l'énorme châtaignier à l'Auguste. Pourtant, presque n'a rien changé. Les deux drôles de l'histoire sont simplement devenus des hommes mûrs qui gardent bien vivant dans leur mémoire ce souvenir inexplicable. Voilà, j'ai fini. Je vous fais de gros bisous, mes loulous et louloutes. Je vous dis bonne nuit les petits. À demain. On reprendra le cours normal d'histoire. Et puis voilà. Donc, 1000 bisous. À bientôt.